j'ai invité Maître Béranger Tourné pour qu'il nous dise quelques mots. Béranger Tourné, c'est l'avocat qui a défendu Mohamed Ahmed Jabha. Pendant des années, il a remis le ciel et terre, que ce soit en faisant des mémoires, que ce soit en envoyant des lettres aux Nations Unies, à l'Union Européenne, à tout le monde. Et donc, il en parlera. Et franchement, je vous invite à l'applaudir. Voilà, Béranger Tourné. Voilà. Quelques mots. Mais, merci beaucoup, je suis un peu en retard, je suis désolé. Mais je ne vous avais pas trouvé parce que je voyais le stand de Bagnolet qui était animé par la musique et en fait vous étiez dans l'arrière-cour, ce qui est un peu dommage et ce qui est personnellement, je vais dire quelque chose de brut de décoffrage, mais étant la seule personne, je me revendique un petit peu à phare comme j'ai le t-shirt, mais enfin, comme je suis blanc de peau, je vais dire que je trouve un petit peu dommage que cette année vous ayez été relégué dans l'arrière-cour alors qu'on devrait être au vu et au su de tout le monde parce que le débat que vous avez là, je pense qu'il intéresse aussi les militants du Parti communiste de Bagnolet qui vous invitent. Enfin là, ils vous invitent dans des conditions moyennes, je trouve. Et puis les Français aussi, parce que la situation politique de Djibouti, de ce que je peux en connaître moi étant du point de vue français, c'est que Djibouti finalement, sur le plan institutionnel, apparaît ou peut apparaître, en tout cas m'apparaît moi, comme étant une sorte de 51e État si on était américain, on est français, et comme donc une sorte de département français avec une marionnette qui serait, s'il était français, un préfet du gouvernement. Et je veux parler du président Omar Guelleh. Omar Guelleh dont le ministre de la Justice, voire le Premier ministre même à l'époque, puisque j'avais pu voir la vidéo. Je travaillais à l'époque avec un confrère, Maître Zakaria, sur place, puisque j'avais besoin évidemment de quelqu'un qui fasse le lien entre mon cabinet et puis lui-même qui puisse déposer les mémoires et intervenir concrètement devant les tribunaux, ou en tout cas cette espèce de justice fantoche devant laquelle on s'est heurté à l'époque. Et donc à l'époque, ce que j'avais pu voir, c'est que ce Premier ministre avait clairement dit ce qui va arriver d'ailleurs à terme, c'est que lui vivant, Djaba, je l'appellerai comme ça parce que je le prononce pas suffisamment bien, mais et puis c'était son nom, c'est aujourd'hui un nom qui résonne aussi fort que Mandela, qui résonne aussi fort que Mumia Abu Jabal, ou en tout cas qui devrait résonner aussi fort que tous ces héros du progrès, ces héros de la liberté, ces héros de l'indépendance nationale, qui est votre combat, j'imagine, commun aujourd'hui. C'est ce dont vous discutiez à l'instant, et je suis un petit peu désolé d'intervenir dans le débat. Il avait dit que lui vivant, Djaba ne sortirait pas de prison, sauf mort, et cette prophétie s'est réalisée dramatiquement quelques semaines après qu'un procès, pour le moins expéditif, parce que 10 ans d'instruction pour avoir un procès qui a duré, d'après ce qu'on m'en a dit, à peine 1 heure, alors même quand normalement une cour d'assises, rien que pour le choix des jurés, ça prend déjà une demi-journée, et un procès comme le sien, pour des actes aussi graves, s'il y avait réellement eu procès, il aurait dû durer des semaines avec des témoignages, etc. Le dossier que j'avais moi, en tout cas, entre les mains, il tenait dans une enveloppe Kraft, je dirais, qui faisait l'épaisseur de mon doigt. Et c'était donc un artefact de justice, et on peut parler de martyr politique en parlant de Djaba. Ce que nous avons, ce que la défense de Djaba a dû combattre, et avec force, puisque j'avais été, sinon officiellement, mais je crois que dans une émission encore de télé ou de radio, puisqu'elle est sur YouTube, il y avait une personne qui me menaçait directement. Alors je ne sais plus qui c'était le procureur, je crois, de Djibouti. Donc j'imagine que si j'avais pris l'avion pour aller plaider pour Djaba, j'aurais pas dépassé le stade de l'aéroport. Donc c'est pas par lâcheté, mais j'ai même pas pensé prendre le billet, et j'ai adressé à la cour un mémoire qui a été publié en ligne. Je crois qu'il l'est toujours d'ailleurs sur le Grand Soir et sur le site
Afrique-Asie, dans lequel je faisais le récapitulatif de l'affaire. Aujourd'hui, comme élément nouveau, parce que tous les ans, j'essaye à l'époque, je donnais des nouvelles de ce procès, j'essayais d'en prendre aussi, de Jabha qui allait très mal. On sait que l'Organisation mondiale contre la torture s'était intéressée à son cas. Et je viens d'apprendre cette semaine, ou la semaine dernière plus exactement, que l'ONU travaille aujourd'hui, en tout cas monte un dossier à charge, c'est ce qui m'est apparu avec les discussions que j'ai pu avoir avec le membre de l'ONU, travaille sur la supposée intervention de l'Érythrée au travers notamment de Jabha dans le cadre de ce qu'ils appellent une politique terroriste ou de déstabilisation de Djibouti. Et ils se fondent là-dessus, ils n'ont pas peur, sur les dires du gouvernement Guelleh, puisque l'enquêteur de l'ONU, ou le pseudo-enquêteur de l'ONU, m'expliquait que c'était assez crédible ce qui était dit, que Jabha serait érythréen, que ça ressortirait d'un PV. Effectivement, sur son premier PV d'interpellation, on lui faisait dire qu'il avait une base de repli en Érythrée, qu'il serait lui-même érythréen et qu'il serait financé ou armé par l'Érythrée. Bon, ce PV, il avait été signé à l'époque, c'est quand même important de rétablir certains faits, non pas par Jabha lui-même, mais on lui avait fait apposer son doigt pour le signer. Il était en français, il n'y avait pas d'interprète. Et on a la preuve que Jabha n'a pas été interrogé du tout d'ailleurs, puisque lorsqu'il sera interrogé par un juge d'instruction en présence de son avocat, il va démentir tout cela évidemment, et il va dénoncer les faits de torture et tout ce qu'il a pu subir, et rappeler d'ailleurs un petit peu l'historique que vous connaissez tous, donc je ne vais pas en parler, mais de la lutte du FRU, de la concorde qu'il y a pu y avoir et de l'évolution de la lutte à Djibouti et de sa lutte à lui en tout cas. Et en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il n'a rien lâché, il ne s'est pas compromis et il est resté d'une dignité parfaite. Et c'est sans doute pour ça qu'ils l'ont abattu, parce que moi je crois que c'est un meurtre. Et que c'est un meurtre sinon par balle, du moins en lui inoculant ou en le laissant crever d'un cancer, parce que c'est de ça dont il s'agissait, puisqu'il était atteint d'un cancer et qu'il n'était pas soigné. Voilà un petit peu pour ce que j'en ai pu en avoir, et c'est ce que j'ai dit à cet enquêteur de l'ONU, en lui rappelant qu'il y avait certaines sources qu'il pouvait aller consulter. Et ce dernier devait revenir vers moi pour me demander des éléments complémentaires, et puis à ce jour, évidemment, il n'a pas repris langue avec moi, puisque visiblement ce que je pouvais lui dire allait au contresens de ce qu'il voulait écrire dans son rapport. Donc j'imagine que quand son rapport sortira, il fera à nouveau la honte de cet organisme qu'est l'ONU. Je dis la honte de l'ONU parce que l'ONU, je l'ai saisie. J'ai saisi Madame Mogherini de l'Union européenne. J'avais saisi la Fédération internationale des droits de l'homme. J'ai à peu près saisi tout le monde. Le bâtonnier de Paris, qui lui m'a répondu, c'était à peu près le seul, mais enfin, c'était plus diplomatique ou politique qu'autre chose. Ce qui est bien certain, c'est que il est quand même assez scandaleux de la part de l'ONU de faire ce type d'enquête aujourd'hui et de faire parler un mort, surtout en expliquant qu'il serait allé, je dis bien serait parce que je n'en ai pas la preuve, mais c'est ce qui m'a été dit, il serait allé le visiter à Gabod dans la première année de sa détention, et ce dernier aurait dit aux enquêteurs, alors cette fois avec un interprète, qu'effectivement il avait des liens avec l'Érythrée, ce que je ne crois pas du tout. Et ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est le procédé, parce qu'à cette époque-là, il y avait une procédure à l'Organisation mondiale de la torture, et l'état dans lequel se trouvait Jabha, parce que j'avais des éléments sur cette situation médicale, aurait fait que n'importe quel enquêteur extérieur ne pourrait pas conclure ce qui m'a été dit. Donc tout ça m'apparaît être encore une enquête aussi fantoche que est dans le prolongement de la justice djiboutienne qui a été rendue, si je puis dire. Enfin, pour moi, c'est pas la justice djiboutienne, parce que ça fait insulte au peuple djiboutien. C'est la justice impérialiste de cette espèce de néocolonialisme franco-américano-japono-chinois, désormais, parce que je crois qu'il y a même une base chinoise à Djibouti. Et voilà, j'entendais, alors je suis moi-même un petit peu politisé, et je vais sortir peut-être du rôle
et je rendrai la parole parce que je veux pas, c'est pas le thème du jour. Mais j'entendais votre intervention et je sais que vous aurez des débats sur. Je vais paraphraser Lénine qui disait que faire à un moment donné, puisque vous êtes tous réunis aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant. Il y a une chose qui me paraît essentielle, c'est ce qui pourrait sortir de vos. Il ne faut pas oublier que ce qui doit sortir, vous ne serez pas aidé par l'extérieur. Il y a une omerta totale. J'ai envie de dire, parce que je défends par exemple par ailleurs le franco-palestinien Salah Hamouri, et je le défends tellement, et il y a tellement déjà une omerta sur son sort que je suis ici à la fête de l'humain, on m'avait annoncé sur 3-4 stands, et pour l'instant j'ai toujours pas reçu d'invitation pour parler de son sort. C'est dire que pour coller des affiches et pour dire il n'y a qu'à Faucon, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens au Parti communiste français d'ailleurs, mais quand il faut faire des choses concrètement, il n'y a plus personne. Et ce que je crois qui est important, c'est la lutte concrète, et on est dans le vrai quand on agrège le peuple. Et au-delà des partis, au-delà des factions, au-delà des nationalités, je pense qu'il y a un objectif qui, à mon avis, est commun à tout le monde. Et ce qui est important, c'est que le peuple se mette en mouvement derrière vous ou derrière son avant-garde que vous représentez, j'imagine, enfin, où je veux bien le croire. Et chacun peut-être avec des aspirations différentes. Mais l'objectif étant de changer les choses, et changer les choses, ça va demander un effort considérable. Parce que Guélé, derrière lui, il y avait déjà eu des affrontements avec l'armée française dans les années 90. Et malheureusement, on le voit à chaque scrutin, puisqu'il arrive à se faire réélire contre la population avec des scrutins qui ne reflètent en rien ce que la population souffre et subit. Et à partir de là, je pense, et j'en terminerai là, ce qui est important, c'est d'avoir cette agrégation du peuple qui est soumis à un carcan. Et si le peuple suit et se met en mouvement, ça voudra dire que finalement, le mouvement que vous avez instillé est dans le vrai. Là, je me base là-dessus, sur toute l'histoire révolutionnaire d'à peu près tous les pays qui ont amené à des forces de progrès. Si on prend à Cuba, Fidel Castro, ils étaient arrivés à 50 sur un bateau. Et Castro n'était lui-même pas communiste, mais il était au parti orthodoxe à l'époque. Il l'est devenu par la nécessité, etc. Bon, c'est une situation qui est une situation à Cuba et qui était une situation donnée. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'au-delà de la lutte que vous allez devoir mener, elle est contre l'impérialisme. Et ça, c'est la lutte la plus terrible. C'est pas juste peut-être une lutte contre un pouvoir national et local, mais ces gens-là sont supportés, et il n'y a qu'à voir le nombre de bases à Djibouti. Et donc tout ça demande des efforts, une organisation et surtout de l'agrégation du peuple derrière vous. Et c'est pourquoi effectivement il faut lutter pour une unité, une ligne commune, et effacer peut-être certaines scories. Moi, en tout cas, de l'expérience que j'ai pu avoir avec Djaba, ce que je voulais vous dire, c'est que lui, de ce que j'ai pu voir, de ce qu'il a pu dire réellement à la juge d'instruction, je crois qu'il s'inscrivait dans cette démarche. Et je pense que ça ferait... voilà, si on peut faire honneur à sa mémoire et à son combat, c'est en effaçant certaines scories, et aujourd'hui se dire qu'il faut penser d'abord au peuple djiboutien qui souffre, au peuple djiboutien qui est en prison, aux femmes djiboutiennes qui sont violées, aux exactions qui peuvent se passer. Je reçois parce que j'arrive à avoir certains éléments d'information sur ce type d'exaction de l'armée. Sans une coalition forte et dans une situation donnée avec des mots d'ordre clairs, le peuple ne veut pas se mettre en mouvement, et ça c'est j'imagine votre tâche aujourd'hui, et en tout cas je vous souhaite bon courage, et s'il y a des scories ou des difficultés juridiques et que vous avez besoin de quelqu'un extérieur, je me ferai volontiers le porte-parole de cette action. Voilà. Merci encore. Merci Béranger Tourné. Merci pour tout ce que tu as fait. J'ajoute une chose. En fait, c'est nous qui avons choisi cet endroit. Parce que c'est nous qui avons choisi, et la fédération et Bagnolet nous ont proposé gentiment, gentiment là-bas. Mais comme il y a tellement de bruit et tout ça, c'était nous qui avions dit en même temps comme on voulait faire une rencontre et tout ça. Et donc merci encore une fois. Alors je retire mes propos. Ok. Ils n'ont pas entendu. Donc ça va. Je vais me faire accueillir à la buvette. D'accord. Merci en tout cas. Bon, on te libère si jamais tu veux.